bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'À la Source, un reportage sur le square Saint-Ambroise, dans le 11e arrondissement de Paris, que l'on appellera désormais Jardin des moines de Tibérine. La rencontre européenne des aumôniers de prison qui a démarré aujourd'hui à Strasbourg et nous entendrons son responsable national. Et puis un reportage sur la veillée pour la paix qui a illuminé la basilique de Montmartre. Voilà quelques-unes des initiatives dont nous allons parler dans ce journal. Ensuite, nous en viendrons au dossier avec notre invité, Joseph Touvenel. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes vice-président de la CFTC. Et avec vous, on va parler de ce qui préoccupe une grande majorité des Français en ce moment, la complexité du quotidien, avec la multiplication des grèves. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la position de la CFTC sur ces sujets? Que penser de la loi travail aujourd'hui? On en parle dans la deuxième partie de ce journal. De nombreuses initiatives marquent le 20e anniversaire de l'assassinat des 7 moines trappistes en Algérie en 1996. Parmi celles-ci, l'inauguration à Paris du Jardin des moines de Tibérine hier lundi. C'est le square Saint-Ambroise, dans le 11e arrondissement de la capitale, qui porte désormais ce nom, un nom un peu pléonastique, puisque Tibérine, dans la langue de l'Atlas, ça veut justement dire les jardins. Mais c'est un signe important de la capitale française, une inauguration qui a eu lieu en présence de personnalités politiques et religieuses, et à laquelle assistait notre reporter Florent de Brito. Ne l'appelez plus square Saint-Ambroise, mais désormais Jardin des moines de Tibérine. Depuis ce lundi, les 8 frères enlevés et exécutés en Algérie ont un espace vert à leur nom dans le 11e arrondissement de Paris. Un peu plus tôt, dans l'église de Saint-Ambroise, le testament de l'un d'eux, le père Christian, est lu. Quelques jours avant de se faire enlever, il pardonne celui qui va lui faire du mal. Et toi aussi, l'ami de la dernière minute, qu'il nous soit donné de nous retrouver, larron heureux en paradis. Plus de 20 ans après les faits, son frère a appris à accepter ce pardon. Ça n'empêche pas la douleur, ça n'empêche pas la souffrance, mais ça donne sens à cette douleur et à cette souffrance. Quand le pardon arrive, c'est-à-dire quand l'autre arrive, quand il est connu, quand il se déclare, à ce moment-là, c'est un nouveau départ. Et moi, c'est ce que je souhaite maintenant, c'est que ce qui est arrivé là-bas puisse nous permettre un nouveau départ, notamment un nouveau départ avec l'Algérie. La journée a aussi été marquée par l'ouverture d'une exposition hommage au sein de la paroisse. On y voit un paradoxe. 2 décennies après, de cette petite communauté du nord de l'Algérie, presque oubliée avant les faits, est sorti un message toujours présent auprès des moines français. Il est évident que la mort des frères dans ma propre vie monastique m'a fait prendre conscience du sens de ce que voulait dire donner sa vie jusqu'à la mort. On n'est pas forcément appelé au martyre du sang, mais on est appelé au même don total qu'ont fait les frères et que eux ont scellé définitivement dans le sang du martyr. Avec ce jardin des moines de Tibérine, le nom des 8 frères rentre à présent dans l'histoire de la ville de Paris. Et signalons aussi pour marquer cet anniversaire que vous pouvez retrouver sur le site internet de KTO le documentaire Notre-Dame de l'Atlas ou la joie retrouvée qui raconte la refondation dans l'Atlas marocain d'une nouvelle communauté de frères cisterciens où vit notamment le frère survivant de Tibérine. À Paris, toujours pour évoquer la fraternité et la paix, l'église Saint-Méry organisait une nuit sacrée samedi dernier avec la jeune association Coexister. Chrétiens, juifs, musulmans, bouddhistes et hindous ont prié et chanté toute la nuit. C'est Estelle Chauffour qui était sur place pour la rédaction de KTO. Ce soir, c'est un événement. Nous rassemblons des musulmans, des juifs, des chrétiens, des bouddhistes, des hindous, pour chanter chacun dans son répertoire Dieu ou le sacré. C'est un acte fort, un acte citoyen pour signifier que Dieu appartient à tout le monde et que la paix de demain passera par la paix et le dialogue surtout entre toutes les religions. En comprenant le sens de cet événement, nous avons essayé de faire justement quelque chose qui soit dans la ligne de l'événement avec une musique en elle-même interreligieuse et puis des chants qui appellent à la paix et puis au souvenir également. Je pense que ce genre d'initiative est bienvenue, comme ça les gens peuvent découvrir les différentes traditions, éventuellement se réapproprier la leur. Et donc je pense que ça répond à un réel besoin que les personnes peuvent avoir aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui il y a une très grande demande de spiritualité.
et de dépasser certaines frontières. Il faut aller à la rencontre de l'autre. Il faut dialoguer avec l'étranger pour mieux se comprendre et donc par là même mieux s'aimer. Eux aussi œuvrent pour la paix et pour la culture de la rencontre, chère au pape François. Ils se définissent comme des amis des pauvres et des amis de la paix, et ce, depuis 48 ans. La communauté Sant'Egidio fêtait son anniversaire la semaine dernière à Paris, après l'avoir célébré dans la basilique romaine du Latran en février. Ça, à Paris, c'est à l'église Saint-Séverin qu'a été célébrée la messe d'Action de grâce, présidée par le cardinal André XXIII, en présence de nombreuses personnalités, mais aussi de nombreux amis de Sant'Egidio, et notamment des personnes sans abri. Ça a été l'occasion pour le président de la communauté, Marco Impagliazzo, d'évoquer la mission propre des Français. La France, c'est un grand pays et je pense qu'il ne faut jamais avoir peur du futur. Il faut continuer à investir à partir de votre langue, de votre culture et de votre modèle pour éviter que personne soit marginalisé et que toute personne se sente inclus dans la société. L'Europe a beaucoup de problèmes, nos villes ont beaucoup de problèmes, mais il ne faut jamais être résigné, il faut toujours espérer. Et nous croyons que notre vie, faite de prières et d'engagement pour les autres, portera toujours un changement. Toujours à propos de la paix et de la France, ce sont des jeunes qui ont eu l'initiative d'organiser à Montmartre une veillée de prière pour la paix en France, veillée qui a illuminé la basilique du Sacré-Cœur. Reportage. C'est guidé par 2 rangées de bougies que les fidèles sont invités à se rendre jusqu'au cœur de la basilique de Montmartre. Un cœur embrasé par quelques 3000 bougies. L'œuvre, signée par un artiste suisse, est aux côtés des chants et d'un violoncelle, là pour accompagner la prière. Ces lumières, je crois qu'elles peuvent toucher les gens d'une manière ou d'une autre, et du coup, quand on est un peu touché, peut-être que la prière peut être davantage vraie, davantage en cohérence avec soi-même. J'ai trouvé que c'était plus intense, ça reflétait vraiment quelque chose qu'on n'arrive pas forcément à dire, quelque chose de l'indicible aussi. Nous sommes souvent tous dans le bruit, dans les activités, dans beaucoup de choses, et combien on a besoin, et à travers ces illuminations de bougies nous y aident à prendre davantage un temps de paix, de silence, de recueillement. Et ce vendredi soir-là, fidèles et touristes de passage étaient invités à prier pour la paix en France. L'idée a germé dans la tête de 2 frères le soir des attentats parisiens de novembre. On a vu le Pray for Paris sur les réseaux sociaux et on a vu cette soif de nos contemporains pour la prière. Alors sans trop de boussole, mais elle est recherchée. Et ça c'est quelque chose de positif sur lequel il faut, c'est une vague qu'il faut prendre en route pour pouvoir proposer justement à cette recherche le Seigneur. Dès la fin de la soirée, les illuminations ont été retirées de la basilique. Mais déjà, les organisateurs espèrent reconduire cette veillée pour la paix dans d'autres villes en France. Hélas, eux ne connaissent guère la paix ces dernières années. Les chrétiens d'Orient, pour leur venir en aide, mais aussi pour accompagner leur développement, parce que ce sont parfois des églises en croissance où le nombre de séminaristes augmente et qui font preuve d'un grand dynamisme pastoral. Depuis 160 ans, l'œuvre d'Orient est en première ligne. Elle fêtait son anniversaire, elle aussi. Cette fois, c'était à la cathédrale Notre-Dame de Paris ce dimanche, au cours de sa messe annuelle. Vous avez peut-être pu le suivre sur l'antenne de KTO. Cette année, la messe était célébrée par Monseigneur Georges-Alain Chéry. C'était la première messe en rite syro-malabar dans la cathédrale parisienne. Rappelons que l'œuvre d'Orient est aussi un partenaire fidèle de KTO, grâce à qui nous pouvons vous rendre compte régulièrement de ce que vivent les communautés des chrétiens d'Orient. Et puis au registre des anniversaires, la commémoration de la bataille de Verdun ce dimanche a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours, notamment sur le sens de la scénographie qui a fait courir des jeunes entre les tombes. Il serait fallacieux de ne retenir que cela, souligne Monseigneur Gushing, l'évêque de Verdun, pour qui ce temps de commémoration doit être vu dans son ensemble et compris dans son intention. On l'écoute. Le 29 mai a été en Meuse un moment fort, un moment qui a permis de vivre ces liens entre nous. Et ce que je souhaite aujourd'hui, c'est que ces liens continuent à se développer
pour que, au sein de la Meuse, mais comme au sein plus large, je dirais, de toutes nos relations, nous soyons des artisans de paix. C'était un bon moment avec le président Hollande et avec la chancelière allemande. Un moment où on s'est accueillis dans l'OCR de Douaumont, un moment fraternel et chaleureux. Au président, je lui disais, je pense à la réconciliation en Europe, la réconciliation dans le monde, et aussi pensons à la réconciliation au cœur même de notre pays. Passons maintenant à la page souci des plus faibles, des derniers, des plus fragiles de notre monde dans ce journal. Et d'abord avec la rencontre européenne des aumôniers de prison qui se tient à Strasbourg ces jours-ci. Le père Penouette, responsable national des aumôniers de France, nous explique l'importance du travail de ces aumôniers, en particulier dans un contexte de radicalisation religieuse en prison. Nous n'intervenons que sur la demande des personnes détenues et nous sommes contactés par des chrétiens, mais aussi par d'autres personnes, y compris adhérents à d'autres religions et à l'islam en particulier. Malheureusement, sans doute, nos collègues aumôniers musulmans n'ont pas ce temps de rencontre personnelle avec les personnes détenues. Ce qui serait souhaitable, sans doute, c'est aussi le contact individuel et des fois, pour ma part, mais je sais que les collègues aumôniers catholiques, au moins à Fleury-Mérogis où j'interviens, signalent aussi des personnes qu'il serait intéressant d'accompagner dans leur réflexion, parce que c'est quand même dans ce cadre de la rencontre individuelle qu'on peut approfondir les raisons de ce qui pourrait pousser une personne vers des actions violentes, entre autres. Québec, le cardinal Gérald Cyprien Lacroix dénonce vivement l'entrée en vigueur le 6 juin prochain de la loi C14 sur l'aide médicale à mourir. Un choix périlleux pour toute la société, dénonce le cardinal qui a publié une lettre ouverte à ce sujet, également déclinée en vidéo grâce à nos confrères de la télévision ECDQ. La vie que vous avez reçue, le souffle qui vous habite, la personnalité qui vous caractérise sont empreints de beauté, de noblesse et de grandeur. L'amour reçu, l'amour donné sont toujours présents et font de vous, comme de chacun de nous, des êtres revêtus d'une grande dignité en toutes circonstances. Ce que vous avez été, ce que vous êtes maintenant, requiert entre autres le respect, l'accompagnement et des soins appropriés pour vous aider à grandir jusqu'à la fin. En cette année de la miséricorde, les jubilés se suivent à Rome. Après celui des malades, c'était ce week-end le tour du jubilé des diacres. Le pape François a évoqué tout spécialement le service de la vie chrétienne, le rôle des diacres dans l'annonce du Christ. Aspirer à devenir serviteur du Christ et donc serviteur de tous. Et ce, juste avant donc, le jubilé des prêtres qui, lui, se tiendra du 1er au 3 juin et que vous pourrez suivre en grande partie en direct sur KTO, puisque le pape François s'adressera directement aux milliers de prêtres venus célébrer avec lui ce jubilé, en particulier dans la journée du 2 juin. Les Journées mondiales de la jeunesse de Cracovie se préparent. On n'a jamais été aussi proche de cette rencontre qui se tiendra fin juillet en Pologne avec des centaines de milliers de jeunes du monde entier. Samedi dernier, c'était la dernière rencontre nationale des délégués JMJ, dernier préparatif pour ceux qui vont encadrer les groupes de jeunes pèlerins. Il y a déjà 40 000 Français inscrits. Ici, on est, c'est vrai, plus dans les détails et les préparatifs concrets, un peu plus logistiques. Mais dans la première partie de la préparation, on a justement été attentifs à la préparation spirituelle des jeunes et aussi qu'ils aient tous un groupe et qu'ils puissent cheminer avant les JMJ avec un groupe et que c'est pas juste on débarque au moment des JMJ et on découvre les autres. Tous ont déjà rencontré la petite fraternité avec laquelle ils vont vivre pendant ces 17 jours. Il y a eu un réel chemin fait par les jeunes parce qu'au départ, la plupart venaient parce qu'ils se disaient c'est un événement festif, c'est super, tout ça. Et on leur a appris notamment ce qu'était la miséricorde et donc le thème des JMJ. Et au fur et à mesure, on voit qu'ils viennent de plus en plus comme un pèlerinage et plus comme faire la fête pendant 15 jours avec les copains, avec le petit groupe qui sort du lycée, etc. C'est important pour nous dans un diocèse qui a la configuration Dijon,
avec une partie universitaire, mais aussi tout un tas de groupes qui sont de différentes villes, bourgs du diocèse, de bien permettre une conscience ecclésiale. C'est pas simple ça, cette dimension-là, mais de pouvoir leur donner une vraie conscience diocésaine. Voilà, dernier préparatif, donc à la fois pour ceux qui vont encadrer les groupes de jeunes Français et de jeunes Belges. Avant de clore ce journal, comme chaque mardi, nous allons prendre des nouvelles de Rome avec nos confrères de l'agence Immédia. Et c'est une chronique plutôt ferroviaire que nous a préparée Antoine-Marie Isoard. Bonjour, on le sait peu, mais le tout petit État du Vatican, derniers mois, possède une gare construite dans les années 1930, mais qui voit cependant passer aujourd'hui bien peu de trains. Une fois par semaine seulement, la lourde porte métallique qui sépare l'État de la Cité du Vatican du territoire italien s'ouvre pour laisser passer un petit train qui mène des touristes des musées du Vatican jusqu'aux villas pontificales de Castel Gandolfo. Mais samedi dernier, c'est un long train des chemins de fer italiens qui est rentré au Vatican, un train chargé de sens. Il a débarqué plus de 300 enfants venus de Calabre pour quelques heures. Dans ce train des enfants, une initiative du Parvis des Gentils, des enfants d'une école publique de Calabre et parmi eux quelques enfants de migrants qui tentent de reprendre pied en Italie dans le système éducatif. Ils étaient aussi accompagnés par un orchestre multiethnique venu pour sa part de Palerme. Rejoints par d'autres enfants des périphéries romaines, encadrés par une association d'insertion par le sport, ces centaines de bambins ont alors dévaler la colline du Vatican et retrouver le pape François. Un jeune du Nigeria a brièvement témoigné avec beaucoup d'émotion avoir perdu toute sa famille en mer en voulant rejoindre l'Europe. Les enfants ont alors lancé dans le ciel des centaines de ballons blancs en hommage aux enfants disparus en mer. Et puis, le pape a lancé un dialogue avec les enfants. Il les a interrogés. Sont-ils vraiment dangereux, ces migrants ? Parce qu'ils viennent de loin, qu'ils ont une couleur de peau différente, parce qu'ils parlent une autre langue ou encore qu'ils ont parfois une autre religion. Non, a dit le pape François, ils ne sont pas dangereux, ils sont en danger. Et le pape qui a aussi ému ces jeunes en sortant d'un sac qu'il tenait avec lui un gilet de sauvetage que lui avaient offert quelques jours plus tôt des sauveteurs en mer. Le gilet de sauvetage d'une petite Syrienne de 6 ans que l'un d'entre eux n'était pas parvenu à sauver de la noyade. Alors, ils sont en danger, a insisté le pape François, avant de prier pour cette petite fille sans nom. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci Antoine. Et de Rome, nous passons à Jérusalem où le père Bader du patriarcat latin nous parle cette fois des Coptes et de la situation en Égypte. Bonjour, le nouvel évêque des Coptes orthodoxes est arrivé en Jordanie. C'est le Anba Antonius, adhérent ainsi au Conseil des Églises de Jérusalem, également à celui des Églises de Jordanie. Il a été officiellement accueilli par le roi Abdullah et également un accueil fraternel lui a été fait par les chefs des Églises. La nomination d'un nouvel évêque en Terre Sainte a mis l'accent sur la vitalité de cette Église sœur. Il est arrivé en Jordanie une semaine après la visite que l'imam de l'Azhar a effectuée au Vatican. Cette visite qui a mis fin à l'état de gel qui existait entre l'Azhar en tant qu'établissement sunnite et le Vatican, le siège de l'Église catholique. C'est la première fois que l'imam de l'Azhar met le pied au Vatican. Mais entre la visite du grand imam au Vatican et la venue de nouvel évêque en Jordanie, des incidents ont eu lieu dans un village d'Égypte et ont de nouveau semé la peur dans les âmes. Cela veut dire que les bonnes relations entre chrétiens et musulmans pourraient être détruites à n'importe quel moment dans certaines régions. Devant cette scène, allons-nous désespérer? Séparons-nous totalement entre les rencontres officielles et ce qui se passe en réalité? La réponse prompte et directe est non au désespoir. Même si les relations étaient très proches ou très lointaines, comme les écrit Maurice Bormans dans son nouveau livre « Chrétiens musulmans proches et lointains ». Citons aussi le savant jésuite Christian van Nispen, décédé il y a quelques jours dans son pays natal, les Pays-Bas. Il a vécu pendant longtemps en Égypte et a lancé le dicton « Chrétiens et musulmans, ensemble devant Dieu, pour l'homme ». En dépit de tous les différends et les problèmes qui se produisent ça et là,
Le plus important, c'est non au désespoir. Au revoir. Au revoir Père Bader, à bientôt et merci beaucoup. Tout de suite, place au dossier. Un dossier consacré aux grèves qui paralysent pour partie la France et à tous ces débats autour de la loi travail avec notre invité Joseph Touvenel. Bonsoir. Bonsoir. Merci donc d'être venu sur ce plateau. Vous êtes vice-président de la CFTC. Alors vous faites partie des grévistes ou des non-grévistes ? Nous sommes dans les non-grévistes puisque nous, on ne demande pas le retrait d'un projet de loi qui a de très bons articles, d'autres moyens et d'autres plus médiocres. Mais à la CFTC, on passe d'abord par la concertation. Puisque le gouvernement décide, là, ce n'est pas une négociation, hein, c'est bien une concertation. On aimerait que le 49.3 n'ait pas été pris, puisqu'on voudrait faire améliorer des articles. Mais en aucun cas, pour nous, ça justifie le blocage du pays avec... on l'a vu de façon caricaturale, la façon dont les quotidiens n'ont pas pu sortir, c'est de la piraterie sur la liberté de penser. Pour en particulier ceux qui n'ont pas accepté de publier un message d'une centrale c'est une centrale qui s'appelle la CGT, qui a donné un ultimatum où vous publiez in extenso le texte qu'on vous donne, ou vous ne sortez pas. Moi, je pensais que c'était d'un autre âge ou d'un autre temps. Et puis, on voit les blocages dans les transports, il faut avoir conscience, pour nous, la grève, c'est le dernier recours. Les transports, l'essence, ça veut dire que des milliers, des millions de salariés sont mis en difficulté. Des entreprises sont mises en difficulté. L'économie, la vie de tous les jours, est mise en difficulté. Est-ce que la discussion sur le projet de loi mérite qu'on mette en difficulté le pays ? Nous ne le pensons pas. Et nous pensons d'autant moins qu'il appartient aux politiques de décider. Si on n'est pas d'accord, on leur dit, on manifeste. Il appartient toujours aux politiques de voter ou de ne pas voter la loi. Et puis si on n'est pas content des politiques, on attend les prochaines élections et on vote différemment. Ça s'appelle la démocratie, auquel nous sommes très attachés, peut-être plus que d'autres qui la braillent tous les jours, mais qui n'ont pas l'air de la vivre au quotidien. Alors, il y a plein de paradoxes dans la situation qu'on vit en ce moment, parce qu'il y a la question de la représentativité des syndicats, qui ne représentent tout de même pas numériquement la majorité des salariés dans ce pays. Il y a la question aussi, vous disiez, la grève en dernier recours, c'est aujourd'hui, semble-t-il, le premier moyen avant de se dire bonjour et de négocier, et en même temps une radicalisation aussi vers des actions de plus en plus violentes. Qui pose question sur le climat social d'ensemble de ce pays. Comment vous analysez le temps qu'on traverse ? Rapidement, 3 choses. La première des choses, arrêtons de dire que les organisations syndicales ne représentent pas grand-chose dans notre pays. Ou alors on nous dit que les partis politiques ne représentent rien. Il y a beaucoup plus d'adhérents dans les syndicats que d'adhérents dans les partis politiques. Donc le bon curseur pour mesurer, ce n'est pas le nombre d'adhérents, c'est le nombre de voix. C'est la participation aux élections. Bien, globalement, la participation aux élections dans les entreprises est bien plus élevée que la participation aux élections politiques. Et les comparaisons internationales n'ont pas de sens. Un seul exemple, en Belgique, en Norvège, en Suède, vous avez beaucoup plus de syndiqués qu'en France. Oui, mais dans ces pays-là, pour avoir le chômage, il faut que je sois adhérent de l'organisation syndicale. Vous voyez que... Donc, voilà. Je n'en attendais pas moins de vous. Donc les syndicats sont représentatifs. D'accord. Sont représentatifs dans la mesure où les gens votent dans les entreprises et choisissent. En tout cas, ce sont les interlocuteurs reconnus institutionnellement pour ce genre de débat. Et dans les urnes. Et dans les urnes. On vote dans les entreprises. Ensuite, le courant syndical qui était majoritaire dans notre pays pendant longtemps était un courant révolutionnaire. Et on voit qu'il est encore très présent. D'ailleurs, ce qui est parfaitement leur droit. Mais les médias ont tendance à focaliser sur ces moments et sur ces actions et oublient que tous les jours, au quotidien, dans les entreprises, dans les branches professionnelles, on avance, souvent paisiblement, par la discussion, par la concertation, on bâtit des accords, on avance quand les choses vont bien, on arrive à avancer quand elles vont bien moins. Et ça, c'est du quotidien, c'est le travail de tous les délégués du personnel, tous les délégués syndicaux, quelle que soit leur étiquette au quotidien, et c'est un immense travail qu'on ne voit jamais aux 20h dans les grands journaux. Parce que, évidemment, quand je réussis quelque chose, comme aujourd'hui, on a réussi un accord, la CFTC, pour les conditions de travail d'un certain nombre de salariés. On ne va jamais en parler de cet accord. C'était dans 2 entreprises. Par contre, si on avait séquestré le patron, brûlé une voiture, alors là, on avait les médias.
C'est toute la difficulté. Et puis, il y a un mal-être dans notre pays, et on voit les jeunes qui sont dans la rue. Il y en a un certain nombre, pas tous non plus, mais il y en a un certain nombre. Est-ce qu'ils connaissent les 52 articles de la loi travail? Je ne pense pas. Est-ce qu'ils ont un mal-être, une inquiétude de l'avenir? Est-ce qu'ils veulent dire à la société et au monde politique, on en a ras-le-bol de vos mensonges, on en a ras-le-bol d'avoir des promesses qui ne sont pas suivies des faits? C'est ça le mal-être. C'est de dire, mais quelle place je vais avoir dans la société? Je vois mes parents au chômage, je vois de la précarité, je vis de la précarité, et j'ai aucune confiance, parce que effectivement, prenons un exemple qui n'est pas dans la loi travail. Sur le dimanche, le gouvernement actuel, quand il était dans l'opposition, nous avait dit, il l'avait écrit, j'ai encore les tracts signés du siège du PS, nous disant que c'était une aberration économique, que ça allait tuer plus d'emplois que d'en créer en ouvrant les grandes surfaces le dimanche, et ils avaient raison à l'époque, et qu'il fait le contraire quand il est aux manettes. Quelle confiance on peut avoir? Je dis ça pour le gouvernement actuel, j'ai la même chose pour les précédents. C'est très grave. C'est très grave. Ce manque de confiance dans la démocratie, en tout cas dans le personnel, qui doit normalement être le représentant démocratique, profondément pour le pays, c'est une crise très profonde et très grave, dont on voit l'émergence par des mécontentements, par des violences, mais c'est beaucoup plus profond. C'est que globalement, les Français disent « on n'a pas confiance ». On n'a pas confiance, mais est-ce qu'il y a encore une possibilité de réformer ce pays, y compris en dialoguant avec les différentes parties prenantes? On a l'impression que dès que quelqu'un bouge quelque chose, c'est le blocage. Alors, c'est en partie vrai et c'est en partie totalement inexact. Prenons la France d'aujourd'hui. Prenons la France d'il y a 20 ans. On n'a pas bougé, on ne s'est pas réformé, on est toujours la même. Je n'y crois pas une seconde. Ensuite, dans les réformes. Mais réformer pour réformer, ça veut strictement rien dire. Nous, à la CFTC, on n'est pas un syndicat réformiste d'ailleurs, on est un syndicat constructif. On ne veut pas s'agiter dans tous les sens, on veut construire. Et pour construire, il faut avoir une perspective, il faut avoir un plan, il faut avoir une ambition collective. Et on a l'impression, où est l'ambition collective? Que veut-on faire aujourd'hui? On nous dit on veut inverser la courbe de chômage. Mais l'ambition collective, c'est le plein emploi. Ce n'est pas inverser une courbe. Et là, on se donne les moyens. Et je crois que cette loi, avec des articles qui sont bons et d'autres moins bons, mais elle ne répond pas du tout au problème. On se leurre. Tant qu'on n'aura pas réglé le problème de la concurrence déloyale que nous subissons en matière fiscale, environnementale et sociale au sein même de l'Union européenne, mais c'est du bricolage qu'on fait. Pourquoi, par exemple, les Pays-Bas sont un exportateur en matière agricole devant la France? Ce n'est pas la surface des Pays-Bas, c'est uniquement leur fiscalité. On a là une concurrence déloyale. Tant qu'on n'aura pas réglé ces problèmes dans un marché unique, on ne s'en sortira pas économiquement. Et tant qu'on n'aura pas mis en perspective ce que veut la société, non pas économiquement, mais de ce qu'on veut porter pour que chacun puisse s'exprimer vers plus haut, on ira dans le mur, parce que le matérialisme, c'est jamais une construction efficace. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci à vous de votre fidélité. Prochain rendez-vous avec le magazine À la Source, ce sera jeudi soir.